Et ne pensez-vous pas qu'on peut trouver alors un nouvel équilibre? Ou alors, est-ce qu'on peut arriver, retourner à l'ordre d'antan? Mais il n'y a pas de retourner à l'ordre d'antan. Revenir en arrière, c'est un saut dans le futur. C'est un projet, c'est retour vers le futur. Ce qu'on fait, c'est qu'on gère une situation et on est toujours entre des racines, une origine, enfin, tu vois, une mémoire et un projet. C'est toujours une double, tu vois, c'est toujours un double truc. Donc on essaye de faire mieux en conservant ce qui mérite d'être conservé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la réalité du monde. C'est pas c'était mieux hier ou ça sera mieux demain. Le débat réactionnaire progressiste est en réalité un débat politicien stérile. Tu vois, ces gens qui disent c'était mieux avant et d'autres qui disent non, ça sera mieux demain. C'est pas comme ça. Il y a des périodes où ça va plus ou moins bien ou plus ou moins mieux, de façon un peu objective, on va dire pour le au sens d'intérêt général, pour la majorité des gens. On a eu par exemple, entre l'après-guerre et 73, qu'on appelait les 30 Glorieuses, où il y a eu objectivement une certaine hausse du niveau de vie des Français. Meilleure couverture sociale, meilleure médecine, l'espérance de vie a monté, ils ont accédé à la propriété individuelle, ils ont pu avoir une voiture, une deuxième voiture. On a vu qu'il y avait, malgré des luttes liées à la décolonisation, des luttes sociales, il y a toujours des luttes, mais il y a eu un progrès. Ce qui est sûr, c'est que depuis 73, la situation s'aggrave de plus en plus. Les couches populaires ont été appauvries, mises au chômage. Aujourd'hui, c'est des classes moyennes, ce qui est assez nouveau, qui sont appauvries et fragilisées, les PME, les PMI, etc., avec en plus peu de couverture sociale, et on a une inégalité qui s'aggrave. C'est-à-dire on a des riches de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres, et entre les deux, une classe moyenne qui disparaît. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui il y a l'hyperclasse, la sous-classe et les classes à liquider. On est dans une nouvelle lutte des classes, d'une certaine manière. Et moi, c'est comment faire, sachant qu'on est dans un pays riche, dans un monde très riche, avec un très haut niveau de technique, que tout ça n'est pas une fatalité. C'est lié à une violence politique. En réalité, on a largement de quoi en France faire une médecine de qualité pour tous, que les hôpitaux marchent bien, payer les retraites. On a largement. Il suffit de mieux partager le travail et les richesses, tu vois, la répartition capital-travail. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui que quand il s'agit de réinjecter de l'argent dans les banques, on trouve des milliards. On peut trouver 500 milliards alors qu'on ne trouvait pas 6 milliards pour renflouer la sécurité sociale. Je ne sais pas si vous voyez... Il y a une notion d'investissement, que ça va rapporter plus que en fait. Mon cul, oui, c'est pas une notion d'investissement, ça s'appelle le pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a de l'argent qu'on trouve quand il s'agit de sauver le capitalisme financier qui tremble sur ses bases. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent de l'argent parce qu'il est pour eux. Et puis quand c'est pas tout à fait pour eux, ils le trouvent pas. C'est tout. Je veux dire, me dire, il est plus utile de sauver la médecine que de sauver les spéculateurs financiers. Si tous les pouvoirs politiques en Europe avaient laissé le système s'effondrer, alors... Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. C'est un système spéculatif totalement abstrait et qui est complètement déconnecté de l'économie réelle. Il fallait au contraire le laisser s'écrouler, oui, pour revenir à l'économie réelle et aux fonctions traditionnelles de la banque, qui sont la banque qui est de crédit pour des investissements productifs. La bulle financière représente 50 fois au moins, je crois, la réalité de la production industrielle. C'est un cancer qui est en train de détruire toute l'économie. Et là, on l'a sauvé. On l'a sauvé en faisant de la dette, c'est-à-dire en fabriquant de la fausse monnaie. Donc effectivement, et là c'est aussi une question grave, on apprend à personne dans les écoles, on apprend les mécanismes de l'économie réelle, et notamment de la finance et de la monnaie. Vous n'y connaissez rien. On ne vous l'apprendra jamais. Vous ne savez même pas ce que c'est que la monnaie, la théorie de la monnaie, comment ça marche, le crédit, les banques. C'est le truc qu'on ne vous apprend pas. Et d'un seul coup, c'est comme la théologie, quoi. On vous dit, ça vous dépasse, ça marche, on s'en occupe, voilà. Et vous pensez qu'on a sauvé le système capitaliste, enfin le système bancaire, parce que sinon on écroulait l'économie. Alors que c'est l'inverse, on est en train de condamner à mort toute l'économie de plus en plus pour sauver les prédateurs. Et parce que on ne vous a pas appris, vous ne connaissez pas les mécanismes, notamment de ce qu'on appelle la monnaie, qui pilote tout. Et ça fait partie aussi des trucs étranges, c'est qu'on apprend de moins en moins à la jeunesse les outils en fait de maîtrise de la réalité. De même que l'éducation nationale devrait payer aux jeunes le permis de conduire. Normalement, le permis de conduire ne devrait pas être accessible à quelqu'un qui a 1000 euros, parce que beaucoup de jeunes n'ont pas 1000 euros, parce que normalement, un mec qui ne conduit pas ne peut pas être socialisé. Normalement, ça devrait être à la charge de l'éducation nationale. Tu devrais arriver à 18 ans avec le bac et le permis de conduire, tu vois. C'est dans une société qui fonctionne, tu vois. Ben, c'est pareil, il y a des choses que, aujourd'hui, l'éducation nationale, on dirait que son but, c'est que tu saches de moins en moins de choses utiles pour comprendre le monde dans lequel tu vis. On t'apprend pas l'économie, on t'apprend de moins en moins l'histoire, on t'apprend de moins en moins la géographie. Dans le bac ES, justement, il y avait quand même un chapitre sur la monnaie. Et ils vous ont bien expliqué ? Et donc je pense que justement, n'est-ce pas pour ça que le bac ES est attaqué Ah ben moi je suis pas complotiste à mort, mais j'ai lu Michéa, j'ai lu d'autres gens, la fabrique du crétin, l'éducation de l'ignorance. Je crois que le pouvoir est toujours tenu par un petit nombre qui
qui maîtrisent la réalité et qui savent qu'ils garderont ce pouvoir que si cette maîtrise est l'apanage d'une élite. En général, on ne te donne pas les moyens de résister au pouvoir ou de le comprendre. Tu vois. C'est pour ça que traditionnellement, les familles de la bourgeoisie faisaient du droit. Parce que la loi est clémente à ceux qui la connaissent. Et dans un état de droit, c'est-à-dire une bourgeoisie légaliste, si tu maîtrises le droit, tu es dans le pouvoir. Tu vois. Tu sais comment la loi marche. Sinon, tu en es victime. Donc tu vois, il y a des logiques. Aujourd'hui, la bourgeoisie, depuis 20 ans, fait des écoles de gestion internationale, HEC, machin, Subdeco. C'est-à-dire comment apprendre, être du clan de la finance. Hein. On voit bien des évolutions. On fait Sciences Po aussi. Comment faire partie de la caste journalistico-politique et regarder de quoi est fait Sciences Po. Pourquoi j'ai été chassé par la police de Sciences Po alors que j'ai été invité par les élèves, sur ordre du directeur. Tu vois. Parce que ce sont des matrices, ce sont des matrices de formatage de l'Empire pour décérébrer les jeunes cons. Et tous les abrutis qu'on a en ce moment, comme Becbédé, les journalistes débiles qui propagent la propagande, viennent tous de Sciences Po. Hein. Ils ont tous fait Sciences Po. C'est vraiment des clés de lecture. Tu vois. Ils font plus Normal Sup maintenant, ils font Sciences Po. Et par ailleurs, des endroits comme Normal Sup, qui étaient des viviers de vraie culture, de critique, de comprendre la bourgeoisie et de la critiquer, bourgeoisie comme processus historique, épistémologique, etc., sont de plus en plus, si tu veux, détruits. Parce que ça faisait des élites bourgeoises critiques. Alors qu'aujourd'hui, on n'a plus que des élites bourgeoises débiles et collabos. Et le niveau baisse de plus en plus. Et Sciences Po, ben voilà, entièrement sioniste, et qui fait expulser Soral par la police quand les élèves s'intéressent à lui, parce que c'était les élèves qui m'avaient invité. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à moi, à un moment donné, c'est votre propre direction scolaire qui va vous dire nous vous interdisons de vous intéresser à ce que dit ce monsieur. Et si vous dites, ouais, mais c'est intéressant, c'est assez argumenté, etc., et on veut comprendre, discute pas trop mon petit gars, sinon on va te mettre sur la touche. Tu vois, aujourd'hui, on est dans un système totalitaire. C'est-à-dire que le pouvoir n'a plus d'argumentation pour se justifier, c'est plus l'époque des Lumières, des 30 Glorieuses, où tu dis, voilà, on va vers le progrès, etc. On a le pouvoir, on a trahi tous nos présupposés, on n'a atteint aucun de nos objectifs. On peut te coopter si tu te soumets et que tu mens avec nous, sinon on te persécute. En gros, c'est ça. On est dans une période qui ressemble beaucoup à la fin de l'URSS, où on voit très bien que tout est une escroquerie de A à Z, que le socialisme réel n'a rien à voir avec l'utopie socialiste, et ça marche à coup de quoi? D'hôpital psychiatrique, de persécution policière, et puis de façade, tu vois, de faux événements. Et c'est un peu comme ça aujourd'hui. Sur l'affaire Dieudonné, on a l'impression que les Français détestent Dieudonné et qu'en gros, c'est pour répondre aux besoins de la population qu'on le marginalise et qu'on l'empêche de jouer, pour pas qu'il se fasse lyncher par le peuple. En réalité, quand vous le sortez dans la rue, tout le monde vient lui serrer la main et tout le monde l'a identifié comme un héros et un résistant. On est vraiment dans une situation qui ressemble à l'URSS de Brejnev. Mais comme quoi, il n'y a pas que... On peut arriver au totalitarisme sans passer par la